Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le 19 décembre 2024, Vladimir Poutine a rencontré les journalistes pour faire le point sur l'année écoulée. Dans cet extrait exclusif de l'interview « Bilan de l'année avec Vladimir Poutine », il répond à des questions cruciales sur la société, les soldats sur le terrain et l'avenir de régions stratégiques. Soyez prêts à découvrir des révélations inédites, des engagements forts et des réponses franches. Un moment de réflexion et d'échange rare vous attend. Pensez à liker et partager cette vidéo avec vos proches. Comme toujours, vos commentaires nous intéressent beaucoup. C'est parti. Pour la troisième année consécutive, des bénévoles du Front populaire pan-russe participent à la préparation de notre programme et au traitement des requêtes. Cette année, des vétérans de l'opération militaire spéciale se sont également joints à eux. Pendant les 10 jours qui ont suivi l'ouverture de la ligne téléphonique, ils ont également répondu aux appels. Aujourd'hui, cependant, le travail du Front populaire ne s'arrête pas. En réalité, on pourrait dire qu'il ne fait que commencer, car immédiatement après l'émission, les bénévoles du Front populaire continueront à travailler sur ces requêtes afin qu'aucune ne reste sans réponse. Je tiens également à souligner qu'au cours de la préparation du programme, certaines requêtes ont déjà été traitées et des problèmes résolus en collaboration avec les bénévoles du Front populaire, ainsi qu'avec les autorités régionales et fédérales. Une nouveauté cette année, dans le traitement de ces requêtes et questions, nous avons bénéficié de l'aide de l'intelligence artificielle Gigasha d'Atzber. Je sais, Vladimir Vladimirovitch, que vous avez déjà eu l'occasion de faire sa connaissance. Exactement. Gigasha a produit des conclusions. Cette technologie permet non seulement de transcrire les messages audio en texte, mais aussi de saisir l'essence et le sens des problèmes. Ainsi, le traitement des requêtes a été considérablement accéléré cette année. Vous verrez ces conclusions de Gigasha tout au long du programme à l'écran, qui illustreront les principaux thèmes des requêtes des citoyens, à l'échelle nationale et régionale. Nous ferons également appel à cet assistant virtuel au cours de l'émission. Mais avant de passer aux questions des citoyens et des journalistes, j'aimerais poser une question générale. Actuellement, le monde semble être en train de sombrer dans la folie, ou y est déjà. Le potentiel de conflit est à son comble partout dans le monde, et l'économie mondiale traverse une période difficile. Comment la Russie parvient-elle non seulement à tenir le cap, mais aussi à continuer de croître? Vous savez, lorsque tout est calme et stable, on s'ennuie et on souhaite du mouvement. Mais dès qu'il y a du mouvement, avec sifflement de balles et danger, la peur surgit. Mais tout, finalement, est mesuré par l'économie. Commençons donc traditionnellement par l'économie. Malgré la nature un peu provocante de votre question, tout repose sur l'économie. Elle est le socle du niveau de vie des citoyens, de la stabilité et de la capacité de défense du pays. En Russie, la situation économique est globalement stable et positive, malgré toutes les menaces extérieures et les tentatives d'influence. L'an dernier, la croissance économique a été de 3,6%. Cette année, elle devrait atteindre 3,9%, voire 4%. Nous devrons attendre les résultats du dernier trimestre, qui seront finalisés au premier trimestre 2025. Cela signifierait une croissance économique d'environ 8% sur 2 ans. À titre de comparaison, les États-Unis enregistrent une croissance de 5 à 6%, la zone euro 1%, et l'Allemagne, la principale économie de la zone euro, 0%, avec des perspectives similaires pour l'année prochaine. Les institutions financières internationales classent la Russie au premier rang en Europe en termes de PIB basé sur la parité de pouvoir d'achat et au 4e rang mondial, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Nous avons dépassé l'Allemagne l'année dernière et le Japon cette année. Cependant, ce n'est pas une raison pour nous reposer sur nos lauriers. Il y a des indicateurs clés, comme le taux de chômage, qui est au niveau record de 2,3%, un chiffre jamais atteint auparavant. La croissance industrielle est également significative, 4,4% dans l'ensemble et 8,1% pour l'industrie manufacturière. Bien sûr, l'inflation reste un défi, atteignant environ 9,2 à 9,3%. Mais les salaires réels ont augmenté de 9%, après déduction de l'inflation. Le gouvernement et la Banque centrale travaillent à un atterrissage en douceur de l'économie, avec des prévisions d'inflation entre 2 et 2,5% pour l'année prochaine. En résumé, la situation est stable, fiable, mais exige un effort continu. Nous reviendrons certainement sur ces questions au cours de cette émission. Une question complémentaire, vous avez mentionné l'Allemagne et le Japon comme exemple. Lorsque j'ai mentionné que la hausse des prix, l'inflation, est d'environ 9%, plus précisément 9,2 à 9,3%, et qu'il y a également une augmentation des salaires et des revenus réels disponibles de la population, il s'agit de chiffres moyens. Évidemment, le pays est immense, et certains pourraient m'écouter et dire « De quoi parlez-vous? Quelle amélioration du bien-être? Chez moi,
rien n'a changé. D'autres pourraient même dire que leur situation s'est détériorée. Cela arrive, bien sûr. Je parle de moyenne, car lorsque nous planifions quelque chose, nous devons nous baser sur des données concrètes. Et nous ne pouvons nous appuyer que sur des indicateurs moyens. Concernant la hausse des prix, il existe des facteurs objectifs et subjectifs. Objectivement, l'offre sur le marché doit correspondre aux revenus de la population, ou inversement, le pouvoir d'achat doit correspondre au volume de biens produits dans le pays. Chez nous, les revenus et les salaires ont augmenté plus rapidement que la production de biens. Par exemple, la production alimentaire augmente constamment, d'environ 3% chaque année. Pour la viande, nous sommes autosuffisants à 100%, avec une consommation annuelle d'environ 80 kg par personne, contre une moyenne mondiale de 42 kg. Cependant, la consommation de viande a doublé récemment. Pour le lait, la production augmente chaque année, mais la consommation aussi. Il n'y en a pas assez pour produire du beurre, dont le prix a augmenté de 33 à 34% dans certaines régions, voire plus ailleurs. La production n'a pas suivi la hausse de la consommation. Une autre raison objective est la récolte. Une troisième est la hausse des prix mondiaux de certains produits. Les sanctions et autres restrictions extérieures, bien qu'elles n'aient pas un impact majeur, affectent tout de même la logistique et augmentent les coûts. Il y a aussi des facteurs subjectifs et des lacunes de notre part. Par exemple, certains experts estiment que la Banque centrale aurait pu utiliser plus efficacement et plus tôt certains outils, sans se limiter à l'augmentation du taux directeur. Bien que la Banque centrale ait commencé à agir vers l'été, ces experts pensent que cela aurait dû être fait plus tôt. Le gouvernement travaille efficacement et de manière satisfaisante, en pensant beaucoup à l'avenir, en définissant des objectifs nationaux de développement et des projets nationaux. Cependant, il serait utile de travailler de manière plus proactive au niveau sectoriel, en se concentrant sur le développement de certaines industries et la production de biens de grande consommation. Des décisions opportunes dans ces domaines sont nécessaires. Bien que cette situation soit désagréable, j'espère qu'en maintenant les indicateurs macroéconomiques, nous pourrons y faire face. La macroéconomie est la base de la santé économique globale. Vladimir Vladimirovitch, aujourd'hui, nous avons un format combiné, une ligne directe et une conférence de presse. Je propose maintenant de poser une question à nos collègues journalistes. Oui, la salle est effectivement impatiente. Comment vous appelez-vous? Aline Kazaeva, du portail d'information 15e région en Ossétie du Nord. Dans le contexte actuel, la question du potentiel militaire en personnel devient très importante. Dans le Caucase du Nord, il y avait de nombreux établissements d'enseignement qui formaient des spécialistes militaires, notamment en Ossétie du Nord. L'Institut militaire du Caucase du Nord des troupes internes est une institution légendaire, avec 7 de ses diplômés héros de l'Union soviétique et 14 héros de la Russie. Aujourd'hui encore, ces diplômés continuent de remplir avec succès des missions de combat pour notre pays. Parmi eux, l'ancien ministre de l'Intérieur Anatoly Koulikov. Plus récemment, Sergueï Kerudinov est devenu héros de la Russie pour sa participation à l'opération spéciale. Y a-t-il une possibilité de rétablir cet établissement d'enseignement, qui est aujourd'hui si nécessaire non seulement pour le Caucase du Nord, mais aussi pour toute la Russie? Merci, Aline, pour cette question, car c'est une bonne introduction. Ne soyez pas en colère contre Aline. Et voici pourquoi. Premièrement, l'Ossétie du Nord a toujours été un avant-poste stratégique pour la Russie dans cette région, dans le Caucase. Et à travers toutes les époques, elle a rempli ce rôle important avec honneur. Nous savons combien les habitants de cette république sont attachés à leur petite patrie et à notre grande patrie commune, la Russie. Ils ont toujours défendu cette dernière et ont accompli cette mission de manière digne et brillante. Vous avez mentionné la fermeture des écoles militaires. Cela n'est pas lié à une décision visant spécifiquement l'Ossétie. Cela découle du fait que, selon les spécialistes militaires et les départements concernés, le réseau des écoles militaires dans son ensemble était surdimensionné. Il n'était pas nécessaire de former autant de spécialistes militaires pour une armée comme celle de la Russie à l'époque. Aujourd'hui, nous augmentons les effectifs de l'armée et des forces de sécurité dans un certain nombre de circonstances, jusqu'à 1,5 million de personnes. Je ne peux pas dire maintenant, catégoriquement, que nous le ferons demain, mais je vous promets que nous allons certainement examiner cette question. Merci. Continuons. Revenons maintenant au centre de la salle. TASS, s'il vous plaît. Passez le micro au centre. Merci. Mikhail Petrov, rédacteur en chef de TASS. Vladimir Vladimirovitch, avant de poser ma question, je voudrais vous remercier. Cette année, TASS célèbre ses 120 ans. Nous sommes la plus ancienne agence d'information du pays. En août de cette année, vous avez signé un décret décernant l'ordre pour le travail méritoire à l'équipe de TASS. Et, au nom de toute la grande équipe de TASS, je voudrais vous exprimer notre profonde gratitude. C'est une évaluation élevée de notre travail.
Concernant ma question, je pense qu'elle intéresse tout le monde aujourd'hui. Pendant la Grande Guerre patriotique, lorsque les correspondants de TASS transmettaient les nouvelles du front, ils vivaient probablement des moments similaires. Aujourd'hui encore, nos journalistes travaillent dans les zones de l'opération militaire spéciale et ils partagent ces préoccupations. Comment évaluez-vous le déroulement de l'opération militaire spéciale, qui dure depuis presque 3 ans? La victoire est-elle plus proche? Sans aucun doute, je m'attendais à de telles questions. Elles étaient nombreuses parmi celles reçues ces derniers jours. Et je vous en remercie également, car cela nous donne l'occasion d'expliquer ce qui se passe et de parler du travail de nos combattants sur la ligne de front. Sachez que les soldats, avec qui je communique régulièrement, m'envoient toutes sortes de souvenirs, des écussons, des armes, et récemment, la 155e brigade de marine de la flotte du Pacifique m'a offert une copie de son étendard de combat. Je vais demander à quelqu'un de m'aider à le déplier. С другой стороны, да. Морпехи Тихоокеанского флота. Да, вот я специально взял его с собой. Значит, во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок. Первое. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас Voilà, за Россию, ici. за Родину. Ce drapeau symbolise tous les drapeaux de combat de nos soldats qui luttent aujourd'hui pour la Russie, pour la patrie, sur toute la ligne de contact. Je tiens à dire que la situation évolue radicalement. Vous le savez bien. Je veux simplement le confirmer. Des avancées se produisent sur toute la ligne de front, chaque jour. Et, comme je l'ai déjà mentionné, il ne s'agit pas de progrès mesurés en centaines de mètres, mais en kilomètres carrés. Chaque jour. Pourquoi cela se produit-il? Premièrement, comme cela est classique dans le développement des combats, l'ennemi subit d'abord de lourdes pertes en équipement, en munitions et en personnel, avant que nos forces n'avancent. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Les combats sont complexes, donc il est difficile de prévoir ce qui se passera ensuite, mais nous progressons vers les objectifs primordiaux définis au début de l'opération spéciale. Nos soldats agissent héroïquement, comme je le répète souvent. Les capacités de nos forces armées s'améliorent. Par exemple, la 155e brigade combat actuellement dans la région de Koursk, chassant les forces ennemies de notre territoire. Ils ne sont pas seuls, d'autres unités, comme la 810e brigade de la flotte de la mer Noire, les 76e et 106e divisions aéroportées, ainsi que des forces motorisées, combattent avec un courage héroïque. Souhaitons-leur à tous ceux qui se battent dans la région de Koursk et sur toute la ligne de front chance, victoire et un retour sain et sauf à la maison. Merci. Vladimir Vladimirovitch. Je reviens justement de la région de Koursk, et voici les unités dont vous avez parlé, qui remplissent aujourd'hui leur devoir sacré, libérant notre territoire. Nous avons travaillé avec elles pendant plusieurs semaines sur les lignes avancées, réalisant des reportages. La 155e brigade, en particulier, a libéré plusieurs localités, comme nous en avons parlé. Dans nos reportages, nous montrons que lorsque l'ennemi est chassé d'un village, il se venge en bombardant ses rues avec des drones et de l'artillerie. Nous nous sommes rendus à Barki, Snaga et Lyubimovka, récemment libérés. On voit sur les images des maisons encore debout, qui ensuite sont touchées par des obus ukrainiens. Les habitants des zones frontalières n'ont tout simplement nulle part où retourner. Ils essaient de reconstruire leur vie tant bien que mal. Je propose maintenant de nous connecter par téléphone avec Tatiana Nikolaïevna Zibrova, qui est contrainte de vivre dans un centre d'hébergement temporaire dans la région de Koursk. Tatiana Nikolaïevna, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Je suis une habitante de la région de Koursk, du district de Bolsoldatsky. J'ai une question de la part de tous les habitants de la région de Koursk. Quand notre région de Koursk sera-t-elle entièrement libérée? Quand les forces armées ukrainiennes seront-elles repoussées suffisamment loin pour qu'elles n'osent même pas nous menacer ou regarder dans notre direction? Quand pourrons-nous retourner dans nos maisons ou avoir un endroit où vivre décemment? Et autre chose, les petits villages détruits seront-ils reconstruits? L'infrastructure y sera-t-elle rétablie? Une question spécifique de notre district. Les habitants de Bolsoldatsky seront-ils inclus dans la liste des bénéficiaires des certificats de logement? Actuellement, on ne nous les accorde pas, car les forces ukrainiennes n'ont pas pénétré chez nous, et nous ne figurons pas sur la liste. Tatiana Nikolaïevna, je comprends vos préoccupations. Je ne peux ni ne veux fixer de date précise pour leur expulsion. Nos soldats se battent. Des combats sérieux ont lieu en ce moment. Comme je l'ai déjà dit, il n'y a aucune raison militaire logique pour que les forces armées ukrainiennes soient là. Elles envoient leurs meilleures unités d'assaut dans une boucherie inutile. Mais soyez assurés qu'ils seront expulsés.
Cela ne fait aucun doute. Il n'y a pas d'autre issue. Cependant, je ne peux pas annoncer une date exacte. Nous avons des plans. On m'en rend compte régulièrement. Mais fixer une date précise n'est pas approprié, car nos soldats pourraient alors se sentir obligés d'atteindre cet objectif coûte que coûte, sans tenir compte des pertes. Il est plus important de procéder méthodiquement. Une fois cela fait, nous pourrons évaluer les dégâts. Et surtout, tout sera restauré. Nous reconstruirons les infrastructures routières, les réseaux de services publics, les écoles, les jardins d'enfants, les centres culturels, et bien sûr, les logements. Des certificats de logement seront également délivrés pour la reconstruction. Pour ceux qui souhaitent déménager dans d'autres régions, nous les aiderons. Nous avons alloué 108 milliards de roubles à ces objectifs. Les premiers fonds ont déjà été reçus, et l'administration travaillera même pendant les fêtes pour rencontrer les gens et résoudre les questions liées aux certificats. Je comprends que la situation est difficile, surtout pour les familles avec enfants. Mais soyez sûrs que nous ferons tout ce qui est nécessaire. Tous ceux qui ont besoin de logements reconstruits seront satisfaits. Je compte beaucoup sur le nouveau dirigeant de la région de Koursk, une personne expérimentée qui sait travailler directement avec les gens. Je l'ai nommé pour cette raison. Il a longtemps travaillé à la Douma d'État en contact direct avec les électeurs. Il saura organiser un suivi personnalisé pour chacun. Vladimir Vladimirovitch, nos soldats qui libèrent actuellement la région de Koursk n'ont pas le statut de participant à l'opération militaire spéciale, OMS. Cela affecte également les indemnités qu'ils reçoivent, car ils sont considérés comme participants à une opération antiterroriste. Nous avons reçu plusieurs messages, principalement de femmes de militaires. Mon mari sert dans une compagnie d'assaut, il se trouve dans la région de Koursk et accomplit des missions de combat. En octobre et novembre, il a reçu une solde de 42 000 roubles, bien qu'il soit en première ligne. De nombreux soldats ne reçoivent plus leurs primes de combat et leurs indemnités journalières depuis 3 ou 4 mois. Cela est justifié par le fait qu'ils sont dans une zone d'opération antiterroriste, KTO, et non dans le cadre de l'opération militaire spéciale, SVO. Un autre témoignage nous est parvenu. Dans la région de Koursk, la solde mensuelle est de 25 000 roubles, et non de 210 000 roubles comme promis dans les contrats du ministère de la Défense. Peut-on remédier à cette situation? Oui, on peut et on doit. C'est un manquement de notre part. C'est une information inattendue pour moi. Je comprends de quoi il s'agit. Les soldats qui ont combattu sur d'autres fronts sont considérés comme des participants aux hostilités. S'ils ont été transférés dans la région de Koursk, ils devraient recevoir tout ce qui leur est dû. Je vais vérifier cela. Il est probable qu'il existe une catégorie de militaires qui n'avaient pas participé auparavant au combat en première ligne et qui ont été directement envoyés dans la région de Koursk, sans être reconnus comme participants à l'opération militaire spéciale. Honnêtement, je n'avais pas envisagé cette situation. Je m'en excuse, mais cela sera corrigé. C'est dommage que le ministère de la Défense n'y ait pas prêté attention. C'est leur devoir en priorité. Tout sera corrigé, et tous les militaires qui remplissent leur devoir envers la patrie en première ligne recevront ce qui leur est dû. Un recalcul sera effectué, y compris rétroactivement. Cela ne fait aucun doute. Je connais personnellement des soldats qui attendent avec impatience une réponse à ce sujet. Soldats, ne vous inquiétez pas, et dites à vos familles de ne pas s'inquiéter non plus. Tout sera recalculé, et toutes les primes, les indemnités de combat, tout ce qui est dû sera versé. Vous avez mentionné aujourd'hui que les forces armées ukrainiennes sacrifient leurs unités spéciales dans la région de Koursk. Les pertes y sont vraiment colossales. Cela saute aux yeux. Je n'ai jamais vu autant de corps ennemis abandonnés, honnêtement. Les bosquets sont littéralement remplis. Et combien d'équipements de l'OTAN nos soldats ont détruits? Des Abrams, des Bradley, des Léopards. On dit même qu'en ce moment, la région de Koursk est devenue le plus grand cimetière de matériel militaire de l'OTAN au monde. Peut-être. Le nombre de véhicules blindés détruits dans la région de Koursk dépasse, je crois, celui de toute l'année dernière sur l'ensemble du front. Les chiffres sont comparables. Permettez-moi de poser une question pour nos soldats, ceux qui ont détruit ces équipements. Recevront-ils les récompenses promises pour les équipements détruits? Oui, bien sûr qu'ils doivent les recevoir. Pourquoi? Y a-t-il des problèmes à ce sujet? C'est un peu lent, pour être honnête. Je sais que le ministre de la Défense écoute notre conversation. Tout cela sera fait. Personne ne devrait en douter. Tout sera réglé. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons que cet extrait vous a permis de mieux comprendre les enjeux soulevés par Vladimir Poutine concernant l'avenir de la Russie. Qu'en pensez-vous? La Russie est-elle en mesure de surmonter les défis actuels? Et comment voyez-vous l'évolution des régions stratégiques à l'avenir? N'oubliez pas de partager vos réflexions en commentaire et de partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles analyses et discussions passionnantes.